Bienvenue dans la boîte à histoires. Aujourd'hui, installe-toi bien, car nous avons préparé une compilation pleine de rires, d'aventures et d'animaux très rigolos. Tu vas rencontrer un cochon super-héros, un chat sans pattes trop mignon, un manchot qui a toujours froid et plein d'autres surprises. Prêt ou prête à rêver, rire et t'amuser ? Alors c'est parti pour la compilation numéro 1 des histoires rigolotes spéciales animaux. Allez, on y va. Tout en haut d'un vieux chêne, dans une forêt tranquille, vivait un petit hibou aux plumes toutes douces. Il s'appelait Boubou. Boubou avait deux grands yeux ronds, un petit bec jaune et de toutes petites serres. Il était mignon comme tout et toujours très curieux. Mais Boubou avait un secret, un très grand secret. Boubou avait peur de la nuit. Oui, oui, un hibou qui avait peur de la nuit. Le jour, tout allait bien. Boubou jouait avec les écureuils, il riait avec les mésanges, il grignotait des fruits avec les hérissons. Il faisait la sieste au soleil et sautillait sur les branches. Mais dès que le soleil commençait à descendre derrière les collines, Boubou s'agitait. Il se blottissait dans son nid, il fermait les yeux, il mettait ses ailes sur sa tête et murmurait tout bas. « Je n'aime pas la nuit, elle est trop noire, elle fait des bruits bizarres. Et il y a sûrement des choses qui font peur là-dedans. » Les autres animaux étaient très surpris. Margotte la blairelle lui disait : « Mais Boubou, tu es un hibou. La nuit, c'est ton moment à toi. » Lino le hérisson ajoutait : « Nous, on va se coucher. Mais toi, tu peux voler, chanter, chasser les lucioles. » Mais Boubou secouait la tête. « Non merci. Moi, la nuit, je préfère dormir. » Il avait même essayé de se cacher dans un terrier ou sous une souche. Mais rien à faire. Dès que le ciel devenait sombre, son cœur battait très fort. Un soir, alors que Boubou se recroquevillait dans son nid comme d'habitude, Mamie Hulotte vint lui rendre visite. Mamie Hulotte était une très vieille chouette sage. Elle avait des lunettes rondes, des plumes argentées et une voix toute douce qui rassurait tout le monde. Elle atterrit doucement près de lui. « Bonsoir, Boubou. Je t'ai entendu dire que la nuit te faisait peur. » Boubou baissa les yeux. « Oui, mamie. Elle est sombre. Et il y a plein de choses que je ne vois pas. Parfois, j'entends des craquements ou des ululements. Et ça me fait peur. » Mamie Hulotte sourit. « Tu sais, la nuit n'est pas si effrayante. Elle est juste différente. Plus calme, plus lente, plus mystérieuse. Tu veux venir voler un peu avec moi ? Juste pour regarder, rien de plus. » Boubou hésita. Il jeta un coup d'œil au ciel. Il était bleu foncé, presque violet. Une étoile brillait tout là-haut. Il inspira profondément. « Bon, d'accord. Mais juste un petit vol. » Mamie Hulotte ouvrit grand ses ailes. Boubou fit pareil. Et ensemble, ils s'élancèrent dans l'air du soir. Il faisait sombre, mais pas tout à fait noir. Le ciel brillait doucement. La lune était ronde et pleine, comme un ballon en argent. « Regarde là-haut !» chuchota Mamie. « Tu vois cette lumière ? C'est la lune. Elle te regarde, tout comme le soleil. » Boubou leva les yeux. « Elle est jolie, » dit-il. « Et elle n'éblouit pas. Elle est douce. » Ils volèrent au-dessus des arbres. Ils virent un renard qui dormait roulé en boule sous une souche. Ils virent des lucioles qui dansaient près d'une mare.
Ils entendirent le chant discret des grenouilles et le vent qui faisait bruisser les feuilles. Boubou battait des ailes tout doucement pour ne pas faire de bruit. Il ouvrait grand ses yeux et il ne voyait pas de monstres. Il voyait des choses calmes, belles et paisibles. Soudain, un petit bruit attira leur attention. C'était un bébé écureuil. Il était perché sur une branche, tout seul. Ses yeux étaient remplis de larmes. Mamie Hulotte et Boubou se posèrent doucement. « Tu es perdu ?» demanda Boubou. « Je me suis réveillée et je ne savais plus où était mon arbre, » sanglota le petit écureuil. Boubou regarda autour de lui. Il reconnut les feuilles. Il reconnut les nids. Il reconnut même une branche qu'il avait déjà vue en plein jour. « Je crois que ta maison est juste là-bas. Viens, je vais te montrer. » Boubou guida le bébé écureuil jusqu'à un tronc creux, tout rond, où une maman écureuil l'attendait, très inquiète. « Mon petit! Oh, merci Boubou, tu l'as retrouvé !» Boubou cligna des yeux. Il sentit son cœur battre fort. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur, c'était de la fierté. « Je n'ai même pas eu peur, » murmura-t-il. Mamie Hulotte hocha la tête doucement. « Tu vois, mon petit ? La nuit, ce n'est pas un monde dangereux. C'est juste un monde différent. Un monde d'oreilles bien ouvertes, de vols silencieux et de grandes découvertes. » Ils reprirent leur vol très doucement. Ils virent encore des hérissons qui marchaient en file indienne, une chouette qui chantait, et même un couple de chauves-souris qui jouait à cache-cache entre les arbres. Boubou regardait partout. Il se sentait bien. Depuis ce soir-là, Boubou ne se cache plus dans son nid quand la lune se lève. Au contraire, il s'étire, il cligne des yeux. Et il s'envole dans le ciel noir, devenu un ciel ami. Parfois, il a encore un peu peur. Un bruit inconnu, une ombre étrange. Mais il respire calmement. Et il pense à Mamie Hulotte. Il pense à la lumière de la lune, aux lucioles qui brillent, au bébé écureuil qui l'a aidé. Et alors, il sourit doucement. « Je suis Boubou, » se dit-il. « Et moi aussi, je suis un hibou de la nuit. » Dans une jolie maison au bord d'un champ de fleurs, vivait un tout petit chat tout doux, tout gris, avec de grands yeux brillants comme des billes. Il s'appelait Chapiou. Mais Chapiou n'était pas un chat comme les autres. Il était né sans pattes. Pas de petites pattes pour courir, pas de coussinets pour grimper, pas de griffes pour jouer. Seulement un petit corps doux, une tête curieuse et un cœur immense. Et pourtant, Chapiou souriait, presque tout le temps. Il passait ses journées à observer le monde depuis son petit panier, posé près de la fenêtre. Il regardait les feuilles voler, les fourmis marcher, les oiseaux chanter. Et parfois, quand quelqu'un passait, il miaulait très fort pour dire bonjour. Chapiou n'aimait pas quand on le regardait avec pitié. Il n'aimait pas qu'on dise « le pauvre petit chat », parce que Chapiou, lui, il se sentait complet. Seulement, parfois, il se sentait un peu seul. Un jour, la porte de la maison resta entr'ouverte. Le vent souffla doucement et hop, le panier de Chapiou glissa un peu. Et là, il vit le dehors. De l'herbe, des fleurs, un papillon qui volait juste à côté.
Chapiou sentit son cœur battre très fort. Il se tortilla, roula sur le côté et glissa tout doucement hors de son panier. Il ne pouvait pas marcher, ni courir, mais il savait se faufiler. Il rampa, roula, glissa comme un petit phoque tout doux, et bientôt, il était dans l'herbe. Pour la toute première fois, l'air sentait bon, le sol chatouillait son ventre, et le mont semblait immense. Chapiou sourit, il miaula très fort. « Yaou, me voilà !» Soudain, un lapin s'approcha. Il s'appelait Polo. Il regarda Chapiou avec de grands yeux ronds. « Tu es tombé? Tu as besoin d'aide ?» Chapiou secoua la tête. « Non, non, je découvre, je visite. C'est ma toute première aventure. » Le lapin cligna des yeux, puis il dit « Tu ne peux pas marcher ?» Chapiou répondit fièrement « Non, mais je peux rouler, et sentir, et écouter, et rêver. » Polo sourit. « Alors je vais marcher à côté de toi. Tu veux ?» Chapiou miaula de bonheur. « Oui, je veux !» Et les voilà partis, un petit chat qui glisse, un lapin qui saute. Ils explorèrent les fleurs, les cailloux, les flaques d'eau. Ils écoutèrent les abeilles et goûtèrent des trèfles. Polo l'aidait parfois à grimper sur une souche. Chapiou montrait du bout du museau les insectes les plus rigolos. Puis ils croisèrent une petite tortue, qui s'appelait Tita. Elle regarda Chapiou, puis dit « Tu es bien courageux, dis donc !» Chapiou répondit en riant « Je suis curieux, et j'ai envie de voir le monde. » Tita cligna des yeux. « Moi, je suis très lente, mais je peux te porter si tu veux. » Chapiou ouvrit grand ses yeux. « Vraiment? Ce serait merveilleux !» Alors Chapiou grimpa sur la carapace de Tita, pendant que Polo trottinait à côté. Et tous les trois, ils partirent à l'aventure. Ils découvrirent une mare pleine de nénuphars, un arbre aux feuilles dorées, un tunnel creusé dans la terre. Chapiou riait, miaulait, posait 1000 questions. Et ses amis, Polo et Tita, riaient avec lui. Quand le soleil commença à se coucher, le ciel devint tout rose, puis orange. « Il est l'heure de rentrer !» dit Tita. Chapiou soupira doucement. « Oui, mais c'était la plus belle des journées. » Ils le ramenèrent jusqu'à la maison, et devant la porte, Polo dit « Tu sais, Chapiou, tu ne peux pas courir, mais tu as fait plus que tous les autres aujourd'hui. » Tita ajouta « Tu nous as montré que l'aventure, c'est d'abord dans le cœur. » Chapiou miaula doucement. « Merci les amis, je suis un chat sans pattes, mais pas sans rêve. » Ce soir-là, Chapiou s'endormit dans son panier, le cœur léger. Il avait des étoiles plein les yeux. Et même sans pattes, il avait marché très loin. Pas avec ses pattes, mais avec son courage, ses amis et son sourire. Et depuis ce jour-là, Chapiou vit chaque jour comme une aventure. Il roule, il glisse, il rêve. Et surtout, il n'est plus jamais seul. Parce qu'il a compris une chose très importante. Être différent, ce n'est pas être moins. C'est juste être merveilleux à sa façon. Dans une grande jungle, traversée par une rivière toute brillante, vivait une famille de crocodiles. Il y avait Papa Croco, Maman Croco et leur petit bébé crocodile qu'on appelait Croquinet. Croquinet avait tout d'un vrai crocodile. Des écailles vertes, une longue queue, des petites dents pointues qui commençaient à pousser, mais il avait un très grand secret. Croquinet avait peur de l'eau. Peur de l'eau ? S'étonnaient les autres animaux. Mais c'est un crocodile ! Eh oui, même si tous les crocodiles adorent l'eau, pas Croquinet. Chaque matin, Maman Croco lui disait tendrement « Allez mon chéri, on va se baigner » et Croquinet répondait « Pas aujourd'hui, maman, j'ai le rhume du museau. Et puis l'eau,
Elle est trop mouillée. » Alors il se roulait dans la boue, faisait semblant de nager et s'éloignait dès qu'il voyait une éclaboussure. Les autres bébés animaux, eux, s'amusaient comme des fous. Zoé la zèbre galopait au bord de la rivière, Timo le singe plongeait depuis les branches, et même Léa la tortue faisait la course en nageant. Croquinet les regardait de loin, un peu jaloux, mais il secouait la tête. Trop dangereux l'eau, et puis il pourrait y avoir des poissons qui me chatouillent les orteils. Un jour, une grande nouvelle arriva dans la jungle. La fête de la rivière allait avoir lieu le lendemain. C'était l'événement de l'année. Il y aurait des jeux aquatiques, des fruits flottants à attraper, un concours de plongeon et même un spectacle de bulles géantes. Tous les animaux étaient excités. « Tu viens avec nous, Croquinet ?» demanda Zoé la zèbre. Croquinet baissa la tête. Je vais réfléchir. Peut-être que j'ai une sieste prévue. » La nuit venue, Croquinet ne dormit pas. Il pensait à tous ces jeux dans l'eau, à tous ses amis qui allaient rire, et à lui tout seul sur la berge. « J'aimerais y aller, mais et si je coule? Et si l'eau est glacée? Et si je glisse sur un caillou gluant ?» Il poussa un soupir, ferma les yeux et s'endormit la tête pleine de questions. Le lendemain, le soleil brillait très fort. Les animaux couraient dans tous les sens. Ils se préparaient pour la fête. Zoé revint voir Croquinet. « Tu sais, on n'est pas obligé de plonger tout de suite. On peut juste s'approcher. Tu veux venir voir ?» Croquinet hésita, puis il hocha la tête. Il suivit Zoé à petits pas. Son cœur battait vite. Les rires, les cris, les éclaboussures, tout était tellement vivant. Timo le singe leur fit coucou depuis une branche. « Allez, Croquinet, viens, on s'amuse trop !»« Et moi, je t'ai gardé une place sur ma carapace !» dit Léa la tortue, en flottant doucement sur l'eau. Croquinet regarda l'eau. Elle brillait au soleil, elle avait l'air douce. Il tendit une patte. « Tout doucement, juste un doigt d'orteil !» Il toucha l'eau. C'était tiède. Et pas du tout effrayant. Il sourit. Puis il mit l'autre patte. Puis sans s'en rendre compte, il était dans l'eau, accroché à la tortue. « Youhou !» s'écria-t-il. « Ça glisse !» Il éclata de rire. Il nagea, tourna, plongea, un tout petit peu, et même il gagna le jeu du fruit flottant en attrapant une grosse mangue juteuse. À la fin de la journée, tous les animaux étaient fatigués, mais heureux. Croquinet aussi. Maman Croco l'attendait sur la rive, émue. « Alors ?» demanda-t-elle. « C'était comment ?» Croquinet sauta dans ses bras. « C'était formidable! L'eau est super! J'ai nagé, rigolé, et j'ai même eu un poisson chatouilleur !» Maman sourit. « Tu vois, tu es un vrai crocodile maintenant. » Croquinet sourit à son tour. Et depuis ce jour-là, il n'eut plus jamais peur de l'eau. Mieux encore, il devint le roi des plongeons, et les petits de la jungle l'appelaient fièrement Croquinet le courageux. Dans une jolie ferme entourée de champs dorés, vivait un petit cochon tout rose, très rose, qui s'appelait Gaston. Mais Gaston n'était pas un cochon comme les autres. Pendant que les autres cochons faisaient la sieste dans la boue ou grignotaient des pommes tombées des arbres, Gaston, lui, portait une cape rouge et un masque découpé dans une vieille chaussette. Parce que Gaston avait un rêve très sérieux. Il voulait devenir un super-héros. Chaque matin, il s'entraînait. Il courait autour de la mare. Il sautait par-dessus les flaques. Il faisait des roulades dans la paille et il criait.
Super cochon, prêt à sauver le monde! Mais à la ferme, tout le monde se moquait un peu. Paulette la poule disait un cochon avec une cape? Tu veux voler, peut-être? Dédé le canard riait. Tu ferais mieux de prendre un bain? Même les petits lapins chuchotaient. Regardez, c'est Gaston le cochon masqué. Mais Gaston ne se décourageait jamais. Il remontait sa cape, il remettait son masque, et il disait « Un jour, je sauverai quelqu'un, et là, vous m'appellerez vraiment Super Gaston. » Un matin, le soleil n'était pas encore tout à fait levé. Les animaux bâillaient, les poules picoraient tranquillement, et soudain, un cri résonna dans toute la ferme. « Au secours !» Tous les animaux sursautèrent. C'était Lily la chèvre. Elle était sur le toit de la grange. Elle avait voulu grimper pour attraper une pomme tombée tout là-haut, mais maintenant, elle était coincée. Elle tremblait, et elle n'osait plus bouger. Les poules couraient dans tous les sens. Le chien aboyait très fort. Les lapins sautaient partout. Mais personne ne savait quoi faire. Et le fermier n'était pas encore levé. Gaston, lui, n'hésita pas une seconde. Il enfila sa cape rouge, il noua son masque autour de ses oreilles, et il dit très fort « C'est le moment! Super Gaston entre en action !» Il courut jusqu'à la grange. Il monta sur une barrière. Puis, il grimpa sur une botte de foin. Puis une autre. Encore une. Et encore une autre. Il grimpa, il souffla, il glissa un peu, mais il arriva jusqu'en haut du toit. Là, il vit Lily, toute tremblante. « Tu es venu ?» dit-elle. « Bien sûr, un super-héros ne laisse jamais un ami en danger, » répondit Gaston. Il tendit sa patte. Lily avança doucement. Elle glissa un peu, mais Gaston la rattrapa. Elle monta sur son dos, toute légère, et ensemble, ils redescendirent. Pas trop vite, tout doucement. Une botte de foin après l'autre. Et enfin, leurs petites pattes touchèrent la terre ferme. Silence. Tout le monde regardait. Paulette la poule n'osait plus parler. Dédé le canard ouvrait grand les yeux. Les lapins étaient immobiles. Puis Lily dit « C'est Gaston qui m'a sauvée. C'est un vrai héros. » Et alors, tous les animaux se mirent à applaudir. Hip, hip, hip! Hurrah pour Super Gaston! Depuis ce jour, Gaston est devenu le héros de la ferme. On ne se moque plus de lui. On l'appelle Super Gaston. Il ne vole pas, il ne fait pas de magie, mais il est courageux et il a un cœur très grand. Il continue de porter sa cape rouge tous les jours, pas pour faire le beau, mais parce qu'il sait que même sans super pouvoir, on peut être un super héros. Il suffit d'oser aider et de croire en soi. Il était une fois, dans une jolie prairie bordée de fleurs et de petits chemins, une tortue appelée Tilly. Tilly n'était pas comme les autres tortues. Elle avait une carapace verte à pois roses, des petites pattes bien costaudes, mais surtout, Tilly voulait aller vite. Très vite. Comme le vent. Comme les oiseaux. Comme les voitures qu'elle voyait passer loin, sur la route. « Je suis fatiguée d'être toujours la dernière, » grognait-elle. « Je veux courir, bondir, filer comme un éclair. »
Mais quand elle essayait de courir, ses pattes faisaient pattes, 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 et tout le monde la dépassait. Un matin, Tilly se leva avec une idée. Aujourd'hui, je vais trouver un moyen d'aller plus vite. Je suis une tortue, mais une tortue super rapide. Elle enfila une cape rouge, comme un super-héros, et partit à l'aventure. Sur son chemin, elle croisa Milo le lièvre, qui sautillait de rocher en rocher. « Salut Tilly, tu vas où comme ça, toute pressée ? » « Je veux aller vite, tu peux m'apprendre ?» Milo rit gentiment. « Tu veux aller vite ? Regarde. » Et en un instant, zoup, il avait disparu derrière une colline. « Facile pour lui, il a des jambes comme des ressorts, » soupira Tilly. Plus loin, elle rencontra Zozo le chien de berger. « Bonjour Tilly, tu as l'air essoufflé. Je cherche comment devenir rapide. Tu peux m'aider ?» Zozo sourit. « Moi je cours après les moutons, mais toi, tu peux essayer ces patins à roulettes. Je les ai trouvés près de la grange. » Tilly enfila les patins. Elle glissa un peu, tituba, et paf! Elle tomba sur sa carapace comme une galette. Aïe, peut-être pas les patins alors. Tilly continua quand même. Elle essayait, tombait, recommençait. Un vélo bricolé ? Trop haut. Des ballons gonflés ? Trop légers. Une planche à roulettes ? Trop instable. Mais jamais elle n'abandonnait. Le soir venu, Tilly était fatiguée. Elle s'allongea dans l'herbe, toute seule, les pattes en croix. « J'ai tout essayé, mais je suis toujours la plus lente. Je suis une tortue. Je n'irai jamais vite. » Soudain, elle entendit des cris au loin. « Au secours! Vite! Quelqu'un !» C'était Nina la souris, coincée au fond d'un trou, au bord du chemin. Les autres animaux étaient déjà passés par là, trop vite pour l'avoir vue. Mais Tilly, elle, avait tout entendu. Elle prit son courage à deux pattes et s'approcha. « Ne t'inquiète pas, Nina, je suis là. » Tilly descendit doucement, prudemment, comme elle savait le faire. Elle prit Nina sur son dos et ensemble, elles remontèrent. « Merci, Tilly, » dit Nina, les yeux brillants. « Tu es arrivée juste à temps. » Le lendemain, tous les animaux en parlèrent. « Tu as sauvé Nina » dit Zozo. « Grâce à toi » ajouta Milo. Et Mamie Chouette, la plus sage, déclara « Ce n'est pas toujours celui qui va vite qui arrive au bon moment. Parfois, avancer lentement, c'est ce qui permet de tout voir, d'entendre, de ressentir et d'aider. » Tilly rougit un peu. Elle regarda ses petites pattes, puis elle sourit. Finalement, être lente, ce n'est peut-être pas si mal. Depuis ce jour, elle garda sa cape rouge. Non pas pour aller vite, mais parce que c'était la cape d'une héroïne. Et tout le monde, dans la prairie, l'appelait Tilly la tortue, au grand cœur. Dans une vallée lointaine, douce et silencieuse, cachée entre des montagnes bleues et des rivières brillantes, vivait un panda solitaire nommé Bao. Bao avait une vie calme. Il se levait avec le soleil, brossait ses moustaches et mangeait du bambou en regardant les nuages passer. Mais Bao avait un secret qu'il ne racontait à personne. Il adorait les couleurs. Vraiment. Il les collectionnait. Pas dans des dessins, pas dans des tableaux, non. Il collectionnait les vraies couleurs. Il avait appris, avec le temps, à les repérer, à les attraper du regard, et parfois, à les capturer dans de petits bocaux transparents. Dans sa grotte, il en avait des dizaines. Des étagères pleines de lumière. Chaque bocal contenait une teinte différente. Le vert du bambou au lever du jour. Le rose pâle d'un pétale de lotus. Le doré du soleil qui touche l'eau. Le bleu d'une libellule qui passe. Le gris brillant de la pierre mouillée après la pluie.
Il les observait pendant des heures. Parfois, il en ouvrait juste un peu, pour laisser sortir une goutte de lumière, comme un parfum doux qui réveille le cœur. Mais il ne montrait jamais sa collection. Il avait peur qu'on se moque. Un panda qui collectionne les couleurs? Quelle drôle d'idée! Les autres pandas, eux, jouaient, mangeaient, dormaient. Bao, lui, cherchait les couleurs perdues dans le monde. Jusqu'au jour où quelque chose changea. Un matin, les nuages noirs arrivèrent. Un orage se leva, violent, bruyant, rapide. Le vent souffla si fort qu'il renversa les pierres devant la grotte. La pluie entra à l'intérieur. Et Bao n'eut pas le temps de protéger ses trésors. Les bocaux tombèrent. Certains se brisèrent. Les couleurs se mélangèrent, puis s'évaporèrent, doucement, comme un rêve qui s'envole. Quand la tempête se calma, il ne restait presque rien. Bao s'assit au milieu de ses étagères vides. Le cœur serré, le ventre noué. Il avait tout perdu. C'est alors qu'il entendit des pas, des petits pas mouillés. Une tête curieuse passa à l'entrée de la grotte. C'était Luma, une jeune loutre pleine d'énergie. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. Bao ne répondit pas. Alors Luma entra, regarda autour d'elle et s'arrêta, émerveillée. Même brisée, même trempée, la grotte brillait encore de quelques couleurs. Fragile, mais vivante. « C'est magnifique, dit-elle. Bao hocha doucement la tête. C'était ma collection. Les couleurs. J'y tenais tellement. Tu sais, dit Luma, les couleurs sont partout. Et si on partait ensemble, en chercher de nouvelles? Bao n'avait jamais pensé à ça. Chercher avec quelqu'un. Alors ils partirent, ensemble. Ils descendirent dans la vallée, traversèrent les herbes hautes et découvrirent le jaune éclatant d'un champ de pissenlit. Ils marchèrent jusqu'à la rivière, où un papillon aux ailes d'argent leur offrit un peu de sa lumière. Ils montèrent sur les collines, où le coucher de soleil habilla tout le ciel de rose, de violet et d'orange. Et petit à petit, d'autres animaux les rejoignirent. Tora, la tigresse timide, leur montra un rocher couvert de mousse bleue. Mio, le petit singe, grimpa dans un arbre pour cueillir des feuilles rouges. Même le vieux hibou leur donna une plume blanche tachetée de gris nuit. Chaque couleur était offerte, partagée, racontée. Et Bao comprit quelque chose. Ce qu'il aimait dans les couleurs, ce n'était pas de les garder, c'était de les vivre, de les découvrir, de les ressentir et de les partager. Alors il fit de sa grotte un lieu ouvert, un endroit où chacun pouvait venir, regarder, toucher, raconter les couleurs de sa journée. Il n'appelait plus ça une collection, il appelait ça un jardin de lumière. Et chaque jour, il l'arrosait de rire, de découvertes et d'amitié. Dans une grande forêt colorée, pleine d'arbres tordus, de ruisseaux chantants et de fruits juteux, vivait un petit singe espiègle nommé Gaspard. Gaspard n'était pas le plus grand des singes, ni le plus fort, ni le plus rapide. Mais il avait un talent bien à lui. Un talent étonnant, farfelu et surtout très rigolo. Gaspard savait faire des grimaces. Et pas juste de petites grimaces. Non, non, des grimaces spectaculaires. Il pouvait tirer la langue comme un serpent, faire loucher ses yeux comme deux billes de verre, gonfler ses joues jusqu'à ressembler à un ballon, et même faire bouger ses oreilles sans toucher sa tête. Tous les animaux de la forêt se rassemblaient autour de lui pour assister à son spectacle des grimaces de Gaspard.
Les singes applaudissaient en tapant des mains. Les perroquets riaient en criant « Encore! Encore !» Et même les caméléons, pourtant très sérieux, esquissaient un sourire. Mais un jour, pendant qu'il faisait une grimace tordue, avec les narines qui frémissent et le menton qui tremble, il se passa quelque chose de très étrange. Pouf! Une pluie de confettis dorés sortit de ses oreilles. Les animaux poussèrent un cri. Gaspard cligna des yeux. C'était moi, ça? Un vieux hibou s'approcha, l'air intrigué. Mon garçon, je crois que tes grimaces sont devenues magiques. Magiques? Gaspard n'en revenait pas. Il se tourna vers une flaque d'eau pour voir son reflet, fit une grimace en forme de patate, et cette fois, une fleur géante poussa juste devant lui. Une fleur arc-en-ciel, avec des pétales qui sentaient la barbe à papa. « C'est de la magie !» cria un écureuil, qui en tomba de son arbre. À partir de ce jour-là, Gaspard devint la vedette de la forêt. Tout le monde voulait une grimace magique. La tortue Griselda voulait des bulles parfumées pour son bain. Le paon Gaston rêvait d'une grimace qui lui ferait pousser encore plus de plumes. La famille des hérissons demandait une grimace qui fait des couvertures douces pour l'hiver. Et Gaspard, tout content, faisait des grimaces à longueur de journée. Des grimaces pour tous. Des grimaces pour les petits. Des grimaces pour les grands. Des grimaces pour les arbres, les fleurs, et même les pierres. Juste pour voir. Un jour, il fit une grimace si impressionnante que la lune elle-même devint rose pendant 3 secondes. Mais avec le temps, Gaspard commença à se fatiguer. Son visage était tout engourdi. Ses joues étaient fatiguées de gonfler, et sa tête bourdonnait comme une ruche. Les animaux, eux, ne s'arrêtaient pas. « Gaspard, une grimace pour moi! Et moi aussi! Et pour mon cousin! Et pour l'anniversaire de ma fougère! » Gaspard n'osait pas dire non. Mais il n'avait plus le temps de jouer, plus le temps de grimper aux arbres, plus le temps de rire juste pour rire. Alors un soir, sans prévenir personne, il s'éloigna de la clairière et alla se cacher dans une vieille souche d'arbre. Il resta là, tout recroquevillé, le menton sur les genoux. « Je ne veux plus faire de grimaces, » murmura-t-il. « Je veux qu'on m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je fais. » Et dans le silence de la nuit, il fit une toute petite grimace. Une minuscule grimace, à peine visible, juste pour lui. Un clin d'œil tordu et un bout de langue qui dépasse. Et alors, une étoile filante traversa le ciel. Doucement, silencieusement, comme si la forêt elle-même lui disait « Tu as le droit de t'arrêter ». Le lendemain matin, Gaspard retourna à la clairière. Tous les animaux l'attendaient, inquiets. « Tu nous as manqué !» dit la grenouille. « On s'est inquiété !» dit le tamanoir. « Tu vas bien ?» demanda doucement la chouette. Alors Gaspard prit une grande inspiration. Il monta sur une branche, regarda tous ses amis et dit calmement « Mes grimaces sont magiques, c'est vrai. Mais moi, je ne suis pas une machine à grimaces. Je suis un singe, un ami, quelqu'un qui aime rire, grimper, danser et parfois ne rien faire du tout. Alors maintenant, je ne ferai des grimaces magiques que quand j'en ai envie, et pas pour faire plaisir à tout le monde, tout le temps. » Il y eut un long silence. Puis, les animaux se mirent à applaudir. Mais pas pour la magie, pour Gaspard. « Tu es notre ami, avec ou sans magie, » dit la tortue Griselda, « et on t'aime pour ce que tu es. » Gaspard sourit. Un vrai sourire, sans grimace. Et pour fêter ça, il fit une petite grimace très spéciale. Une grimace du cœur. Et cette fois,
Ce ne fut pas des confettis, ni des fleurs, ni des bulles, mais un énorme éclat de rire, si fort, si joyeux, qu'il se propagea dans toute la forêt. Et la forêt rit avec lui. Dans la savane dorée, tout au bout d'un grand chemin poussiéreux, vivait un petit lion prénommé Léon. Mais attention, Léon n'était pas un lion comme les autres. Il avait une jolie crinière tout ébouriffée, des pattes puissantes, des moustaches fières, mais Léon ne rugissait pas. Pas du tout. Pas même un petit rrr. Quand il ouvrait la bouche, il faisait juste ou parfois et c'est tout. Les autres animaux de la savane étaient très surpris. Zoé la zèbre disait « Un lion qui ne rugit pas, c'est comme une girafe sans cou ?» Malo la girafe répondait « Peut-être qu'il est timide ou qu'il a avalé une plume ?» Même Gaston l'éléphant essayait de l'aider. « Allez, Léon, prends une grande inspiration et fais-moi ton plus gros « Urgh !» Mais Léon baissait la tête. « Je n'y arrive pas, » murmurait-il. Un matin, tous les animaux se retrouvèrent près de l'arbre du tambour. C'était l'heure du grand jeu des bruits. Les singes faisaient des « hou, hou, ha, ha !» Les hyènes riaient comme des casseroles, les oiseaux sifflaient, et même les grenouilles croassaient à l'unisson. Quand ce fit le tour de Léon, il inspira profondément, il gonfla sa poitrine et fit silence. Puis quelques rires. Ah, encore raté, soupira Léon. Il partit s'asseoir seul sous un petit acacia. C'est là qu'arriva Mamie Lionne. Elle avait des lunettes de travers, une voix douce et toujours un mot gentil à dire. « Tu t'entraînes encore, Léon ?» dit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Oui, mais ça ne marche jamais, » répondit Léon, les yeux tristes. « Tu sais, » dit Mamie, « il y a 1000 façons d'être un lion. Certains sont très bruyants, d'autres très sages, et parfois, il faut juste attendre le bon moment. »« Mais si le bon moment ne vient jamais ?» demanda Léon. Mamie sourit. « Alors peut-être que c'est toi qui dois aller le chercher ?» Chaque matin, Léon allait sur la colline derrière les rochers. Il s'entraînait. Il soufflait, il grognait, il toussait. Mais toujours rien. Alors, il écoutait le vent. Le vent, lui, savait rugir. Et Léon répétait doucement « Je suis un lion, je suis un lion, même si je suis silencieux. » Puis arriva le jour de la grande tempête. Le vent soufflait fort. Le ciel était tout gris. Les arbres se pliaient. Les feuilles volaient comme des papillons affolés. Les animaux se rassemblèrent tous près de la clairière pour se mettre à l'abri. Mais soudain, on entendit une petite voix au loin. « À l'aide ! À l'aide !» C'était Lily, la plus jeune des lionceaux. Elle était montée en haut d'un rocher et le vent l'empêchait de redescendre. Les animaux n'entendaient rien. Les éclairs grondaient. Le tonnerre faisait boum. Mais Léon, lui, avait entendu. Il courut sans réfléchir, sa crinière dans tous les sens. Il grimpa sur un rocher, puis un autre. La pluie commença à tomber, mais Léon ne s'arrêta pas. Il rejoignit Lily qui tremblait. « Je suis là !» dit-il en la prenant contre lui. Mais maintenant, il fallait appeler à l'aide, et personne ne l'entendait. Alors Léon ferma les yeux. Il pensa à Mamie, à Lily, à tout ce silence qu'il avait gardé si longtemps. Il inspira, plus fort que jamais, et il rugit. « Roar !»
Un rugissement énorme, long, profond. Le plus grand rugissement que la savane ait entendu depuis des années. Les arbres se figèrent, les oiseaux s'envolèrent, et tous les animaux accoururent. Gaston l'éléphant leva la trompe. C'était Léon! Il a rugi! Les lions montèrent en haut du rocher et prirent Lily dans leurs bras. Mamie Lionne était là aussi. Elle cligna de l'œil. Je te l'avais dit, il suffisait d'attendre le bon moment. Ce soir-là, les animaux organisèrent une petite fête. Pas une fête bruyante, non. Une fête toute douce. Avec des chants tranquilles, des lucioles qui dansaient et un gâteau au baies rouges. Léon était un peu fatigué. Il avait beaucoup donné avec son tout premier rugissement. Mais il souriait. Et quand tout le monde l'applaudit, il ne rugit pas. Il se contenta de dire, tout bas, « Merci ». Depuis ce jour, Léon sait qu'il peut rugir. Il en est capable. Mais il ne le fait pas tout le temps. Parce qu'un lion, ce n'est pas juste du bruit. C'est aussi du courage, de l'amour et de l'écoute. Et dans la savane, tout le monde connaît désormais son nom, Léon, le lion qui ne rugissait pas, mais qui avait le plus grand cœur. Dans le grand, très grand désert blanc de l'Antarctique, là où le vent souffle fort et les glaçons craquent sous les pattes, vivait un petit manchot nommé Marcel. Marcel était mignon, curieux et un peu maladroit. Mais surtout, Marcel avait toujours froid. Ce qui est plutôt embêtant quand on est un manchot. Tous les matins, les autres manchots plongeaient dans l'eau glacée pour attraper des poissons. Ils jouaient sur la glace, glissaient sur le ventre et rigolaient à plein poumon. Mais Marcel, lui, restait en boule, bien serré sur un rocher, tremblant comme une feuille. Brrr, faisait-il, en claquant du bec. J'ai froid aux plumes, froid aux pattes, et même froid dans les os. Ses amis, Léon le costaud, Capucine la maline et Polo le rêveur, ne comprenaient pas. Mais enfin, Marcel, disait Capucine, on est fait pour le froid. Regarde, moi je me sens super bien. Moi aussi, disait Léon. Même quand je plonge sous les glaçons, je n'ai pas froid du tout. Marcel soupirait. Peut-être que je suis un manchot raté, ou alors un manchot spécial. Un jour, alors qu'il grelottait sous un tas d'algues, Marcel prit une grande décision. « Ça suffit, dit-il. Je vais trouver un endroit où je n'aurai plus jamais froid. Un endroit chaud, douillet et confortable. » Il noua une vieille écharpe rouge autour de son cou, prépara un petit sac de poissons séchés et se mit en route. Il marcha, marcha et marcha encore. Il traversa la banquise, grimpa sur des blocs de glace, salua un groupe de phoques qui faisaient la sieste au soleil. « Bonjour, dit Marcel. Savez-vous où je peux trouver de la chaleur ? » « De la chaleur ? Répondit un vieux phoque en bâillant. Ici, il n'y en a pas beaucoup, mon petit. Mais si tu continues vers l'est, il y a des grottes étranges où la glace fond parfois. Peut-être que là-bas, il fera plus chaud. Merci, dit Marcel en souriant. Il continua son chemin. La neige tombait doucement, le vent soufflait dans les plumes. Marcel avait froid, très froid, mais il ne s'arrêtait pas. Il pensait à un endroit chaud, un endroit où il pourrait enfin s'étirer sans trembler. Après plusieurs jours, il arriva devant une montagne de glace percée de tunnels. Une fine vapeur s'échappait des rochers. « Oh !» murmura Marcel. « De la chaleur !» Il entra dans la plus grande grotte. À l'intérieur, il faisait doux. Pas brûlant, mais pas glacial non plus. Une chaleur discrète, comme un câlin de maman. Et tous les jours, ses amis venaient le voir.
Marcel, criait Léon, tu ne veux pas venir glisser avec nous? Pas aujourd'hui, répondait Marcel. Mais entrez, j'ai préparé du thé chaud à la limace. Burk, riait Capucine. Mais on veut bien rester un moment au chaud. Et tous s'installaient autour de Marcel, buvaient un peu de thé, racontaient leurs aventures sur la banquise, puis repartaient en rigolant. Un soir, une tempête arriva. Le vent soufflait très fort, la glace craquait et tous les petits manchots eurent très peur. « Vite !» cria Polo. « Courons chez Marcel, c'est l'endroit le plus chaud et le plus sûr !» Et tous les manchots, même les adultes, même ceux qui disaient que Marcel exagérait, se réfugièrent dans sa grotte. Il y en avait partout, sur les galets, contre les murs, sous les algues, mais personne n'avait froid. Grâce à la chaleur douce du volcan endormi, tout le monde passa une nuit tranquille et bien au chaud. Le lendemain matin, le soleil revint et les manchots repartirent, heureux et reposés. « Merci Marcel, dirent-ils. Ton idée de chercher la chaleur, c'était la meilleure. » Et depuis ce jour, on n'appela plus Marcel le manchot qui avait froid, mais Marcel, le gardien du chaud. Et lui, bien sûr, ne grelotta plus jamais. Dans un terrier tout rond, caché sous les racines d'un vieux pommier, vivait une toute petite souris du nom de Mina. Mina était vive, malicieuse et surtout très gourmande. Elle adorait les miettes de pain grillé, les copeaux de fromage, les pépins de pommes caramélisés et surtout, les gâteaux. Mais pas n'importe quel gâteau. Mina rêvait d'un gâteau géant. Un gâteau si grand qu'il toucherait presque les nuages. Un gâteau avec des escaliers en sucre, des étages moelleux à la noisette et une cerise géante tout en haut. Chaque soir, avant de s'endormir, elle dessinait ses idées sur un vieux mouchoir. Des plans, des croquis, des couches, des fontaines de chocolat. Et elle soupirait en regardant la lune. Un jour, murmurait-elle, je construirai le plus grand gâteau du monde. Mais le matin venu, la réalité revenait. Elle était toute petite, avec de toutes petites pattes, et un gâteau géant, ça ne se fait pas avec des miettes et des rêves. Alors, pendant longtemps, Mina garda son rêve pour elle. Jusqu'au jour où elle tomba sur une fraise écrasée. Pas très jolie, mais immense. Et elle eut une idée. Et si je ne le faisais pas toute seule? Elle courut d'un pas décidé jusqu'à la clairière, monta sur une pierre et déclara bien fort. « Amis de la prairie, j'ai un rêve. Je veux construire le plus grand gâteau que cette forêt ait jamais vu. Mais pour y arriver, j'ai besoin de vous. » Un silence. Puis un mulot demanda. « Un gâteau géant? Vraiment géant? » « Oui, » répondit Mina. « Assez grand pour qu'on puisse danser dessus. » Oui, les animaux se regardèrent. Puis la taupe Margot leva sa pelle. « Moi, je peux t'aider à creuser les fondations. » Et le renard Gustave ajouta. « Moi, je connais une recette secrète pour un glaçage miroir. » Bientôt, tout le monde proposa quelque chose. Le castor tailla des planches de sucre dur. Les abeilles offrirent du miel doré. Les corbeaux apportèrent des fruits de toute la région. Et même le hérisson Raoul, pourtant grognon, accepta de battre les œufs. Mina était émerveillée. Chaque jour, elle coordonnait les préparatifs. Les couches de gâteau s'empilaient. Noisettes, carottes, miel, pommes, chocolat. Les décorations brillaient.
dragées colorées, pétales sucrés, confitures scintillantes. Mais un jour, alors que tout avançait parfaitement, un orage éclata. La pluie tomba sans prévenir. Le vent souffla fort. Et une partie du gâteau s'écroula dans une flaque. Mina resta figée, ses plans envolés, ses rêves fondus. Elle alla se cacher sous une feuille. « C'est fini », dit-elle tout bas. « Je n'y arriverai jamais. » Mais pendant qu'elle pleurait doucement, quelqu'un la couvrit d'une goutte de sirop chaud. C'était Margot, la taupe. « Tu as eu une belle idée, Mina, » dit-elle. « Et ce n'est pas une tempête qui va l'effacer. » Autour d'elle, tous les animaux étaient là. Trempés, couverts de crème, mais souriants. « On recommence ?» demanda le blaireau. « On est tous avec toi » dit la grenouille. « Ce gâteau, c'est aussi un peu le nôtre maintenant. » Alors Mina se redressa. Elle essuya ses larmes et se remit à dessiner. Encore plus grand, encore plus fou, encore plus délicieux. Et tous ensemble, ils reconstruisirent le gâteau. Encore plus haut. Encore plus beau. Encore plus moelleux. Le jour de l'inauguration, les animaux étaient des dizaines à danser sur le premier étage, tandis que les oiseaux picoraient les miettes au sommet. Mina monta tout en haut, le cœur gonflé, comme un chou à la crème. Elle regarda la forêt en bas et souffla doucement. Ce n'était pas mon gâteau. C'était notre gâteau. Puis elle leva une cuillère géante. À table. Et tout le monde mangea, en riant, en chantant, en savourant chaque bouchée de rêve. Et depuis ce jour, Mina est connue comme la petite souris, qui a eu un très grand rêve, et qui l'a réalisé, grâce à ses amis. Zoé était une jeune girafe pleine de rêves. Elle vivait dans la grande savane dorée, entourée d'arbres, de rivières et d'animaux rigolos. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était regarder le ciel. Chaque soir, après avoir mangé ses feuilles préférées, Zoé levait la tête et restait là, immobile, les yeux brillants. Elle admirait les étoiles, ces petits points lumineux qui dansaient dans le ciel noir. « Elles brillent comme des lucioles magiques », murmurait-elle. Mais un soir, Zoé déclara quelque chose d'extraordinaire. « Moi, je veux toucher une étoile. Pour de vrai. » Sa maman surprise rit doucement. « Ma petite Zoé, les étoiles sont très très loin. Même toi, avec ton long cou, tu ne peux pas les atteindre. » Mais Zoé n'en démordait pas. « Je suis peut-être petite dans le ciel, mais je suis grande dans mon cœur. » Le lendemain matin, dès que le soleil se leva, Zoé prit une grande inspiration et partit à l'aventure. Elle rencontra Léo le lion, qui faisait sa sieste à l'ombre d'un baobab. « Léo, tu veux m'aider à toucher les étoiles ?» Léo ouvrit un œil. « Les étoiles ? On ne peut pas les toucher, voyons. Mais j'aime les défis. Allons-y. » Ils marchèrent ensemble. Puis, au loin, ils virent une colline très haute. « Si je monte là-haut, je serai encore plus près du ciel, » dit Zoé. Elle grimpa lentement, ses pattes longues glissant un peu sur les cailloux. Arrivée tout en haut, elle se dressa sur la pointe des sabots. Elle tendit son cou. Plus haut. Encore plus haut. Mais non. Les étoiles étaient encore trop loin. Zoé soupira. Peut-être qu'il me faut de l'aide. Elle appela d'autres amis. Milo le singe sauta de branche en branche. Tina l'éléphante arriva en marchant doucement, faisant vibrer le sol à chaque pas. Et Polo le perroquet descendit en virevoltant. « On va construire une tour », proposa Milo. « Une tour d'animaux » s'étonna Tina. « Oui, Zoé en haut et nous en dessous », expliqua Polo en battant des ailes. Un à un, les amis montèrent. Tina en bas, solide comme un rocher.
puis Léo, puis Milo, puis Zoé, tout là-haut. Attention, tenez bon, cria Zoé. Elle étira son cou encore une fois, leva la tête, ferma un œil, tendit la langue même, mais les étoiles étaient toujours trop loin. Le vent souffla. La tour vacilla. Oh oh, cria Léo. Attention, hurla Milo. Ils tombèrent tous dans un grand boum d'animaux en pagaille. Ils se regardèrent, puis éclatèrent de rire. Zoé, elle, était un peu triste. Je ne peux pas les toucher, soupira-t-elle. Polo vint se poser sur sa tête. Tu sais, Zoé, les étoiles, ce n'est pas fait pour être touché, c'est fait pour rêver. Rêver ? Demanda Zoé. Oui, regarde comme elles brillent, elles sont là pour t'inspirer. Et toi, tu as inspiré tous tes amis à essayer l'impossible. C'est encore plus beau que de toucher une étoile. Zoé sourit. Elle s'allongea dans l'herbe avec ses amis. Le ciel était noir, rempli de milliers d'étoiles. Elle ferma les yeux, et dans son rêve, elle flottait dans le ciel, légère comme une plume. Elle volait parmi les étoiles. Elle en attrapa une, toute chaude, toute douce. Elle la mit dans sa poche de rêve, tout contre son cœur. Et dans ce rêve, Zoé toucha enfin les étoiles. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette jolie histoire. Maintenant, c'est l'heure de te reposer, de fermer doucement les yeux. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure avec encore plus de rire, de magie et de merveilleux amis à rencontrer.